Eh bien ça y est, voilà, l'histoire de The Bad Batch a définitivement basculé et ne reviendra probablement jamais en arrière. Il est donc l'heure de faire le point sur les derniers épisodes de la première saison. Salut à tous, c'est Vince alias AmerGame et on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de la première saison de The Bad Batch. Alors sachez que j'avais déjà prévu une vidéo pour les épisodes 10 à 12. Le problème c'est qu'il y avait selon moi beaucoup trop peu de choses à développer pour en faire une vidéo. On ne va pas se mentir, mais la série commençait cruellement à manquer d'un fil rouge solide pour continuer les vidéos régulièrement dessus, d'autant que j'avais d'autres chats à fouetter à côté. Et le plus frustrant est que la plupart des théories que je développais tombaient de plus en plus à l'eau, tellement que la série se perdait et était dispensée d'enjeux. Donc j'ai pris la décision de proposer cette vidéo en particulier, qui fera le bilan des épisodes 10 à 16, donc le dernier. C'est pourquoi, avant d'aller plus loin, comme d'habitude, j'invite tous les gens qui me découvrent à regarder mes vidéos précédentes, donc sur ma playlist consacrée à ça, et j'invite tous les gens qui m'ont suivi depuis le début à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, etc. Tous les liens sont dans la description, c'est très important au cas où il se passe quelque chose à ma chaîne YouTube, et bien sûr abonnez-vous, mais surtout cliquez sur la cloche, comme ça vous êtes sûr de ne rien manquer tout ce qui concerne l'univers de Star Wars. Bref, on se retrouve tout de suite avec le résumé des épisodes 10 à 15. Je garde bien sûr l'épisode 16 pour le dessert de cette vidéo. Donc croyez-moi, cette vidéo sera très copieuse. L'épisode 10 amorce une mission de sauvetage sur Raxus, qui était le siège du gouvernement séparatiste pendant la guerre des clones où l'Empire pose ses nouvelles restrictions. Le Bad Batch sauve le sénateur séparatiste local Avi Singh qui décide de ne pas baisser son froc. L'épisode 11 nous emmène sur Rilot, une planète Twi'lek. Le sénateur Orn Frita invite son peuple à se désarmer en gage de soumission et le chef de la résistance Cham Syndulla soutient publiquement l'Empire. Le lieutenant Gobigli envoie Hera version miniature, la propre fille de Cham, en mission secrète pour récupérer les armes livrées par le Bad Batch. Mais suite à la traque de Crosshair, l'Empire arrête Gli et Hera pour trahison. Cham et sa femme Eleni sauvent leur fille en attaquant le convoi, mais Crosshair assassine Orfrita, ce qui permet à Rampart de faire accuser Cham. L'épisode 12 est la suite directe de l'épisode 11. Rampart menace ouvertement les parents d'Hera et compte bien ratisser toute la planète pour la retrouver. Hera va envoyer une transmission de secours au Bad Batch, ces derniers vont intervenir et se rendre compte que Crosshair est également sur le coup. Après avoir établi un plan, ils vont parvenir à leur fin en libérant les parents malgré quelques embûches. Afin de faire diversion, pour laisser les héros s'échapper, le capitaine se rend en posant les armes. Voyant la supériorité de la Clone Force 99, Rampart autorise une fois de plus à envoyer Crosshair à leur trousse. L'épisode 13 nous montre que Sid est remplacé par Roland Durant. Elle établit un plan avec la troupe pour reprendre son salon en volant à Roland une cargaison d'épices destinée au Pikes Syndicate. Après pas mal d'embûches entre eux, Roland et les Pikes finissent tous par trouver un compromis. Et les Pikes tranchent la corne de Roland en guise d'avertissement. Ainsi, Sid récupère son salon. Dans l'épisode 14, Rex contacte le Bad Batch d'urgence pour récupérer Gregor, capturé sur la planète Darrow. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'on le voit dans le Dave Filoniverse. En effet, sur cette planète se trouve une base impériale où des commandos clones entraînent des soldats volontaires pour remplacer les clones. L'équipe parvient à sauver Gregor, mais Hunter est capturé pendant l'évasion. Sur Kamino, Lamassu et Nala C échouent lors d'un plan d'évasion pour s'échapper de Kamino, après que l'Empire ait annulé leur contrat avec l'armée des clones. L'amiral Rampart décide de garder Nala C en tant que scientifique, mais compte se débarrasser de Lamassu. Et pour finir, dans l'épisode 15, Hunter est emmené à Tipoca City sur Kamino. L'objectif de Crosshair est d'attirer le reste de l'équipe. À ce jour, on comprend que Crosshair a déjà retiré sa puce inhibitrice et souhaite convaincre le Bad Batch de rejoindre l'Empire. Ainsi, Hunter s'empare de Crosshair avant que l'Empire ne détruise Tipoca City. Eh bien, nous revoilà, donc on ne va pas se mentir, mais l'épisode 10 a l'air de continuer de faire pas mal de parallèles par rapport
à notre situation, comme la pratique du couvre-feu, le système impérialiste et bien sûr l'autorité renforcée, etc. Et j'en ai même discuté avec un pote, ce n'est pas étonnant puisque George Lucas dénonçait déjà ça dès les premiers Star Wars. George Lucas a beau être devenu quelqu'un de très riche et de très capitaliste, à l'époque c'était quelqu'un de très proche du peuple. Et je trouve que Dave Filoni le représente toujours avec brio dans son univers étendu. Et ce qui est intéressant avec l'épisode 10, c'est qu'il nous montre que les anciens ennemis de la République se retrouvent désormais dans le même camp que tout le monde, à moins de capitaliser avec l'Empire. Le problème, c'est qu'à partir de là, je trouve que l'histoire traîne beaucoup trop. Mais la série a au moins toujours ce petit mérite de nous faire voyager dans différents endroits exotiques. Par contre, cet épisode ne sert pas plus que ça, à part nous filer un petit peu d'action, d'autant que le fait de voir des peuples se soumettre à l'Empire a déjà été montré avant. Et le plus frustrant, c'est que je pensais que le fait de priver Omega de missions, par manque de confiance de la part d'Hunter, je pensais que ce dernier allait en payer le prix plus tard. Par exemple, qu'il se retrouve handicapé pour ne pas avoir emmené Omega. Eh bien non. Mais à côté, peut-être que la libération du sénateur Singh aura un impact sur sa suite. Enfin, j'en suis presque sûr. L'épisode 11, lui, nous montre l'impact sur les tensions posées par un régime totalitaire, où les habitants du peuple commencent déjà à ne plus s'entendre entre eux, ce qui va créer des divisions entre les gens suspicieux contre les aveugles, les gens qui refusent de voir ce qui se passe en réalité. J'ai trouvé ça aussi amusant de voir déjà les débuts des différents liens avec Rebels, la série Rebels en tout cas, entre l'apparition de Kanan et maintenant de Hera. Et d'ailleurs, cette dernière est au même niveau de fuite que Kanan, donc j'imagine que ce n'est pas un hasard. L'épisode 11 est aussi un des premiers épisodes où on ne voit que très peu le Bad Batch, donc on ne les voit qu'une moitié d'épisode. Et pour le coup, j'ai trouvé ce dernier plutôt intéressant. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'ils se sont perdus dans leur scénario, et qu'ils ont vraiment du mal à raconter une histoire sur le long terme. Disons que l'épisode 11 était important pour nous montrer ce qui se passe du côté de l'Empire. À ce niveau, ce dernier domine complètement. Dans l'épisode 12, je trouve personnellement Omega un peu trop dans l'émotion, et le comportement stratégique de Hunter, moi, me paraît plutôt rationnel. Il refuse d'aider Hera car il sait qu'ils n'ont absolument aucune chance, malgré toute la bienveillance. Mais après voilà, n'oublions pas que le scénario veut que ça se passe ainsi, donc Omega a eu raison d'agir dans l'émotion, même si j'ai parfois du mal à comprendre la morale derrière. D'ailleurs, dans cet épisode, c'est la deuxième fois que l'escouade exfiltre un dirigeant ou un influenceur de leur propre planète. Et l'épisode 13, quant à lui, m'a fait dire une chose, j'ai eu tort de penser que Sid est du côté de l'Empire. Mais elle utilise malgré tout les menaces pour inciter le Bad Batch à bosser de son côté. On a aussi compris que Roland est le fils de la pègre Isa Durand, et au même titre que le dirigeant Singh, qui a été exfiltré dans les épisodes précédents, peut-être verrons-nous Isa Durand dans le futur. Et arrivé à l'épisode 14, en prenant des notes, eh bien je suis arrivé encore une fois à la même conclusion que les épisodes précédents sur Omega, qui agit de façon beaucoup trop altruiste, ce qui pour moi, normalement, dans la vie courante, est dangereux. Et là on voit que c'est une série beaucoup plus pensée pour les enfants, c'est que toute la série donne raison à ces conseils qui, normalement, dans la réalité, tourneraient inéluctablement au vinaigre. Et ensuite, nous avons eu bien sûr l'épisode 15, qui a commencé à s'élever un peu au même niveau que les derniers épisodes de la saison 7 de The Clone Wars. Donc là, tu sens clairement que Dave Filoni a repris toutes les commandes en nous proposant quelque chose à sa juste valeur. Tout ce que l'équipe a appris durant cette saison, Omega y compris, appliquera son savoir-faire dans ce début de finale. Le fait d'aller récupérer Hunter sur Kamino est une façon de retourner aux sources. Et surtout, n'oublions pas le twist de Crosshair qui n'a plus sa puce, et ce depuis apparemment longtemps. Ce qui aurait dû être révélateur depuis le début de l'épisode 15, puisque Crosshair parle beaucoup trop avec les émotions, il a l'air de tenir à son ancienne équipe. Il veut que son équipe rejoigne l'Empire, mais vraiment par conviction et aussi par fraternité. Franchement, je n'ai jamais vu ça. C'est vraiment sinistre et touchant à la fois. Je suis ce que je suis. Donc c'est là qu'on voit que ce dernier a toujours une personnalité très tranchée. Alors moi personnellement, j'imagine que sa puce a été retirée après son accident avec le réacteur là, vu qu'il s'est brûlé le visage sur le côté. Normalement quand on retire une puce, il n'y a pas de traces comme ça, donc peut-être que par mesure de sécurité, il a été contraint de retirer la puce. En tout cas voilà, l'épisode était beaucoup plus rythmé, l'émotion passait très bien, on sent que c'est le début de la fin, avec cette espèce de montée de la musique épique. Tantaran, tantan, 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 tantan.
les thèmes marchent très bien, j'y suis pour rien. Hein. En fait, même s'il ne s'est pas passé grand-chose durant tous ces épisodes, qu'il y a eu pas mal de remplissage, eh bien, le fait de voir cette conclusion ainsi, forcément, ça te prend aux tripes. Mais c'est surtout de voir des actions qui marquent la fin de l'ère de la prélogie qui nous touche. Comme par exemple le fait de voir l'Empire qui explose, qui pulvérise la plateforme de Kamino. Franchement, ça marque un coup. Et je pense que tout le monde se souviendra de cette série pour ça. Bref, dites-vous bien qu'au moment où je m'enregistre, je n'ai pas encore regardé l'épisode 16. Donc, ça va chauffer. Épisode 16, la perte de Kamino, épisode de 25 minutes environ. C'est bien sûr la suite directe de l'épisode 15. On apprend que toutes les villes de Kamino ont été détruites. Crosshair, de son côté, va devoir collaborer avec l'équipe pour survivre, ce qui va renforcer doucement les liens entre eux. Pour s'échapper, ils vont tous s'introduire dans des capsules à l'aide du droïde Azi, afin qu'ils puissent les remonter à la surface. Mais lors d'un moment critique où Omega tente de récupérer à nouveau le droïde Azi, Crosshair parvient à la dernière minute à sauver Omega. Et l'épisode se termine sur Nala Se qui se fait embaucher par l'Empire. C'était un épisode assez court où on comprend durant la fin de cette première saison que la Clone Force 99 mais surtout Omega ne sont en fait pas des clones défectueux, car on sait qu'ils ont été confectionnés de toutes pièces. Malheureusement, je constate aussi que Crosshair n'évolue quasiment pas, si on accepte évidemment le fait qu'il ait sauvé Omega. Donc forcément, j'imagine que sa mentalité changera d'ici la saison 2. Et j'imagine que Nala Se, de son côté, sera utilisé pour créer de nouvelles formes de soldats pour l'Empire. Bon, je ne vais pas vous mentir, mais je suis un peu déçu de cette fin. Tout est principalement basé sur l'action. De plus, je n'ai rien ressenti pour le petit droïde Azi, et c'est là qu'on voit que c'est personnel parce que je ressens rarement quelque chose pour les droïdes. Donc, pour l'instant, la saison 2, qui, je le rappelle, a déjà été confirmée par Disney+, ne me fait pas plus envie pour l'instant. Car, je vous cache pas que je suis un peu paumé sur ce que la série essaye de nous raconter. Jusqu'ici, la seule véritable chose qui a bouleversé, entre guillemets, l'univers, c'est vraiment la destruction de Kamino. Mais bref, ce que je vais faire, c'est que je vais redévelopper mon avis plus en profondeur après la partie de vos commentaires de la vidéo précédente. Parce que vous avez vous aussi apporté pas mal de choses qui pourraient compléter davantage cette vidéo, ainsi pourquoi pas corriger les erreurs que j'ai fait dans la vidéo précédente. Tout d'abord, nous avons Mando qui nous parle d'un passage dans le comic book Dark Vador, le seigneur noir des Sith. Apparemment, on entend une discussion entre deux clones qui nous expliquent que Kamino leur livre leur dernière fournée de clones. Donc selon Mando, la série va peut-être nous montrer ça. Et ce à quoi j'ajoute que, vu ce qui s'est passé à la fin de la saison 1, évidemment, ça n'arrivera jamais. Nous avons ensuite Erwan Bonjean ainsi que Isotope 255 qui nous expliquent pourquoi Cad Bane a demandé à recevoir les crédits physiquement en mallette. En effet, c'est une façon de recevoir des crédits non traçables. Mais ce à quoi j'ajoute que c'est quand même bizarre comme décision. Car s'il y a une personne qui aurait dû donner des crédits physiquement non traçables à quelqu'un, c'est bien Nala Se Fennec qui, pendant ce temps-là, agissait dans le dos de Lamassu. Ensuite, nous avons Pierre-Richard Buisseret qui pense que l'épisode 9 servait à nous expliquer que les Kaminoïens sont en fait des clones. Et pourquoi pas, mais des clones de qui et pourquoi? Selon le commentaire de Wayel, il s'agit d'une façon de préserver l'immortalité des Kaminoïens. Imaginons peut-être que dans la saison 2, on revoit Lamassu, reste à savoir si ça sert vraiment à quelque chose de faire ça, pour l'histoire. C'est donc tout pour la partie de vos commentaires. Me concernant, je trouve que cette première saison a proposé quand même pas mal de remplissage, si c'était même beaucoup trop, bien plus que dans la dernière saison de The Clone Wars. Mais le vrai problème pour moi est qu'il y a un manque cruel d'enjeux. Il faut vraiment attendre la toute fin pour voir enfin les choses bouger. Et soyons francs, les personnages principaux n'ont eu aucun objectif précis durant toute la première saison, à part bien sûr fuir et aider des gens qui ne connaissent même pas. Et à part la destruction de Kamino, qui encore une fois est la chose qui a le plus bouleversé la série, voire même l'univers de Star Wars, et bien les personnages principaux, eux, restent toujours au même point. Ils sont en fuite de l'Empire, en quête d'on ne sait quoi. Alors que, bordel de bordel, il devrait rejoindre Rex. Rex, lui, a un objectif, il y a des enjeux à suivre, donc s'il y a une chose vraiment que je veux voir
dans cette saison 2, c'est ça, le Bad Batch qui rejoint Rex pour créer une nouvelle rébellion. Même si évidemment concrètement on sait que ça ne se fera pas parce que c'est plus ou moins ce qui se passe dans la série Rebels. Ça sera donc tout pour The Bad Batch, enfin en tout cas pour cette première saison. Peut-être qu'on se reverra pour la saison 2, évidemment c'est pourquoi je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux encore une fois. Tous les liens sont dans la description ainsi qu'en commentaire épinglé. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, cliquer sur la cloche, liker, etc. Donnez-moi votre point de vue sur le final de cette saison en commentaire. Peut-être que je mettrai en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents si je me remets à parler de The Bad Batch. Bref, on se laisse ici, je vous dis alors ciao et à la prochaine.